On a notre invité en ligne. Et comme je l'ai dit, on va aller donc très rapidement. Maître Bougassako, très sollicité au niveau donc des États-Unis. Il était donc à New York il y a déjà 2 semaines. Cette semaine, il sera donc à Pennsylvanie, à Philadelphie et dans d'autres régions un peu plus tard. Après donc le dépôt donc des candidatures, que dira donc le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire? Gros point d'interrogation. Bonsoir donc chers auditeurs, bienvenue donc à cette émission donc spéciale de Labo Côte d'Ivoire. Donc on dira donc à quelques mois des élections donc présidentielles en 2025, les regards sont désormais tournés vers donc le Conseil constitutionnel. Après donc le transfert officiel donc des dossiers de candidature par la CEI. Mais la question essentielle se pose, quelle attitude donc adoptera cette institution clé dans un climat marqué par une profonde crise de confiance entre les Ivoiriens et leurs institutions? Beaucoup estiment que le Conseil constitutionnel ne dira pas donc le droit, mais suivra donc les conseils donc du pouvoir en place. La composition même du Conseil constitutionnel, dominée par donc les personnalités, pour ne pas dire issues du personnalité, ou bien nommées par des cadres du parti au pouvoir, renforce donc, si vous voulez, les soupçons. Pour en débattre, nous recevons donc aujourd'hui en exclusivité depuis l'État du Maryland l'enseignant-chercheur activiste des droits humains et président donc de la FIDOP. Ensuite, je dirais, il est exilé aujourd'hui, qui partagera donc avec nous son analyse et ses perspectives. Il est très écouté en ce moment, très suivi. Disons, les Ivoiriens ont une pensée très affective pour Dr Bougassako, qui devient un peu chouchou des Ivoiriens. Surtout en cette période, la majeure partie donc, de nos cadres sont accroupis. Ils ne sont pas accroupis parce qu'ils sont cowards, mais en réalité parce que le système ne permet pas donc à ces cadres de s'exprimer. Il y a quelques cadres qui sont aussi courageux, comme Dr Bogassako. Est-ce qu'on peut dire qu'il est vraiment courageux? Ou bien Dr Boga, permettez-moi l'expression, assez stupide pour abandonner tout, pour aller donc en exil. Bonjour, Dr Bogassako, comment allez-vous? Bonjour, cher ami et frère Jacques Roger. Je salue tous nos amis d'Afrique, du monde et principalement de la Côte d'Ivoire qui nous suivent. Et je voudrais leur dire un grand merci pour tous les soutiens qu'ils m'apportent au quotidien, que ce soit des proches, des inconnus, etc. Mais notre pays est dans un combat et je pense que chaque fils et chaque fille de la nation a un rôle à jouer. Je voudrais te féliciter, frère, pour le tien, celui que tu fais, comme tous les autres qui donnent de l'information, qui donnent surtout de l'espoir à notre nation. Et elle en a vraiment besoin, et aujourd'hui plus que jamais. Je pense que ce que nous allons dire ici aujourd'hui va beaucoup être utile à notre pays et au monde entier. Et Voilà, j'ai dit. merci beaucoup, docteur Bogassako. Et vous avez vraiment dit, docteur. Alors, nous allons aller donc très rapidement, après donc le dépôt donc, des candidatures. Hein. Quelles sont donc les premières donc, observations sur donc, les 60 dossiers, on parle de 62 dossiers hein, de candidatures retenues? Toujours dans mes propos liminaires, avec ta permission, cher ami et frère Jacques Roger, je voudrais avoir une pensée pour nos parents du Nord qui ont été victimes d'une attaque, une attaque d'un groupe venu, dit-on, d'un pays voisin. En tout cas, il y a eu des morts. Je voudrais exprimer toute ma solidarité, toute ma compassion. Et c'est l'instinct patriotique qui parle. Notre pays n'en a pas besoin. Je voudrais leur dire que nous sommes avec eux, tous nos frères et sœurs du Nord. Et j'espère que ces attaques ne continueront pas parce que c'est tout cela qu'il fallait éviter, c'est tout cela qu'il faut éviter. Deuxièmement, je voudrais exprimer à un jeune frère et ami, le jeune frère Yvan Koukouillon, alias Johnny Pacheco. Je voudrais lui exprimer tous mes encouragements dans la situation judiciaire qui s'ouvre contre lui à compter de ce lundi. Qu'il sache que tous les défenseurs des droits de l'homme sont là et sa cause sera défendue. Pour l'instant, on ne sait pas pourquoi. Quels sont ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qu'on lui reproche?
on aura l'occasion de le savoir. On dit qu'il disait qu'on lui reprochait donc, selon eux, d'avoir donc lancé une insurrection contre le régime en place. Voilà, c'est ça. Une insurrection contre le régime en place. Dans tous les cas, nous verrons bien si ceux qui lancent des insurrections, enfin, dans notre pays, on en a vu et entendu, hein, il y en a qui ont dit qu'ils allaient rendre le pays ingouvernable. La Côte d'Ivoire est devenue ingouvernable, qu'ils allaient frapper le pays et il tomberait. Le pays a été frappé, il n'est pas tombé, Dieu merci. Ils ne sont pas Dieu. Donc, tous mes encouragements à mon jeune frère, et nous sommes à l'écoute. Et ce que nous pouvons faire depuis nos positions, nous le ferons pour que sa cause soit entendue. Nous sommes des défenseurs des droits de l'homme. Vous voyez, moi-même, je me mets, qu'ils prennent exemple sur moi. Tant que nous sommes convoqués par la justice, nous répondons à la justice. Je suis rentré d'exil le 9 juillet 2021. J'ai été flanqué dès le 27 juillet d'une procédure judiciaire qui a duré 4 ans. Et j'étais dans le pays. Et je donnais mes cours. Et j'allais voir ma famille. Je voyageais. Donc, personne ne fuit la justice. Mais lorsqu'on tombe dans les encagoulés, lorsqu'on tombe dans les violations des droits de l'homme, lorsqu'on tombe dans les enlèvements, lorsqu'on tombe dans les tortures, c'est la CPI qui doit régler cette question. Et j'ai dit, et je n'ajoute plus rien. Voilà, merci beaucoup. La première, oui, Oui, allez-y, la oui. première relance, Les observations. voilà, la première chose que je voudrais noter, s'agissant des observations que j'ai à faire sur les dépôts des candidatures. Le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, conformément à la loi, a proclamé une liste provisoire qui lui a été certainement remise par la Commission électorale indépendante. Et nous comptabilisons 60 prétendants à la candidature. Ce que cela m'inspire, d'abord, je voudrais dire un grand bravo aux Ivoiriens. Contrairement aux petits analystes, je voudrais me féliciter de l'engouement des Ivoiriens, malgré tout ce qu'on peut dire sur la politique, malgré le régime dictatorial d'Abidjan, malgré le contexte délétère. Ils ont été courageux, ces Ivoiriennes et ces Ivoiriens, pour aller déposer leur candidature à l'élection présidentielle. Cher ami Jacques Roger, vous allez remarquer que dans la communauté, dans la société dans laquelle nous vivons, il y a des gens qui sont à 1000 lieues de prétendre candidater à une élection présidentielle ou même à une élection quelconque. Donc, je pense que le fait même de vouloir candidater est déjà un acte de bravoure. Il faut le saluer. Première observation. La deuxième observation que je voudrais faire, mais je voudrais me réjouir que sur les 60, il y a quand même 8 dames, 8 femmes courageuses qui ont déposé leur dossier et je voudrais les saluer et saluer donc tous ces hommes et donc ces femmes qui ont eu le courage d'aller déposer leur dossier. Mais vous savez ce que cela appelle, et ça va être une autre observation, c'est un pied de nez à M. Ouattara et à son régime. J'allais dire honte à eux. Et même au regard de ce qui est en train de se passer, ils devaient réfléchir par 2 fois. Parce que, et ça, c'est le militant des droits de l'homme qui parle. Parce que voulait M. Ouattara? Vous l'avez entendu lui-même dans une interview, lorsqu'il disait qu'il avait même l'idée de mettre la caution à 200 millions. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Après, il y en a qui ont parlé de 100 millions et puis finalement, c'est 50 millions qui ont été retenus. Mais quel est l'objectif? J'écoute certains petits analystes qui estiment qu'il y a des farfelus qui se permettent de candidater à l'élection présidentielle. C'est trop important, on ne joue pas avec. Mais ils sont qui? M. Ouattara est qui pour dire à quelqu'un qu'il est un farfelu qui ne peut pas prétendre à la magistrature suprême de son pays? Mais candidater est un droit de l'homme. Les gens expriment leurs droits. Le monsieur dit, je veux, j'ai la volonté de diriger mon pays si l'occasion m'était donnée. Et puis même s'il ne remplit pas les conditions, mais il a exprimé. Et c'est un droit. Et c'est pour cela que nous disons que dans une république qui respecte les droits de l'homme, la magistrature suprême doit être ouverte à tous les citoyens. Il y a des pays où on a 200 candidats, 300 candidats, et puis au finish, on reçoit avec une poignée. C'est tout. Mais vous ne pouvez pas dire à des gens de ne pas manifester. Et d'ailleurs, dans les grands pays, même aux États-Unis, où très souvent, ici, où nous avons souvent 2 candidats, mais à côté des 2 candidats, il y a plusieurs candidats à la vérité. Parce que le rendez-vous de la présidentielle,
C'est le rendez-vous qui engage toute la nation. Et il y a des citoyens qui n'arrivent jamais à s'exprimer. Il y a des citoyens qui ne sont jamais écoutés. Ils profitent là de l'occasion pour non seulement s'exprimer, et surtout pour faire des propositions, de façon à ce qu'ils puissent influencer le jeu électoral. Une façon de dire, par exemple, je suis fils de paysans, je considère que le cacao est mal acheté, est mal vendu, et que les paysans sont pauvres. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je profite de l'élection présidentielle pour faire entendre la voix des paysans. Donc, dans mon programme, il peut y avoir plusieurs points, mais je vais mettre l'accent sur la question des paysans, de façon à ce que celui qui va être élu, peut-être même qu'il peut pouvoir négocier un jour avec moi, il prendra cette préoccupation-là en compte. Voilà un peu ce qui se... Donc, ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement qu'on va interdire à des gens de se présenter à une élection présidentielle. Mon cher ami Jacques Roger, même si vous mettez la caution à 1 milliard, ils s'en trouveront des Ivoiriens qui candidateront, quitte après à être éliminés. Donc, je voudrais vraiment les féliciter, je voudrais les encourager, et puis ça ne sert à rien d'inventer d'autres procédures pour museler les gens. Car l'élection présidentielle n'appartient pas, M. Ouattara n'appartient pas à un individu qui déciderait que personne ne puisse jouer avec quoi que ce soit. Le président, c'est un humain. Le président, c'est un Ivoirien. N'oubliez pas, comme Abraham Lincoln l'a dit, la démocratie et le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et j'ai dit. Merci beaucoup, docteur Bouga Sako Gervais. Parmi donc, ces dossiers donc, de candidature, hein, lesquels vous paraissent donc, les plus susceptibles de créer donc, débat ou contentieux? Très bonne question. Ce qui va m'amener donc à analyser parmi les dossiers déposés deux types de dossiers. Le premier type, c'est celui de M. Laurent Gbagbo et de M. Tidjane Thiam, qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale, mais qui ont déposé leur candidature. Il y a une seule façon de comprendre ces dépôts de candidature, c'est que la pression sera mise sur le pouvoir Ouattara jusqu'au bout. Je répète, pour que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. En déposant sa candidature, M. Laurent Gbagbo, tout comme M. Tidjane Thiam, veulent dire à M. Ouattara qu'ils sont déterminés à aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, là, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire faire la guerre. Ça ne veut pas dire faire des palabres. Ça veut dire jusqu'à ce que le pouvoir Ouattara comprenne que le dialogue s'imposait et qu'il s'impose toujours. Et moi, je veux dire à qui nous écoute. Il y en a qui disent, oui, mais c'est trop tard pour dialoguer. Il n'est jamais tard pour dialoguer. Car au cours d'un dialogue, on peut décider de reporter l'élection si tant que nous devons sauver des vies. Je répète, cher ami, rien ne valant la vie humaine, jusqu'au bout, on peut dialoguer. Et je pense que la candidature de M. Gbagbo, la candidature de M. Tidjane Thiam s'inscrivent dans ce sens-là. Jusqu'au bout, ils vont démontrer à M. Ouattara que c'est leur droit de candidater à l'élection présidentielle dans leur pays et ils n'ont de compte à rendre à personne, ils n'ont de permission à demander à personne. Deuxièmement, la candidature de M. Ouattara, mais comment il faut la comprendre? C'est une candidature, j'allais dire, qui a été faite d'abord dans la honte, et puis c'est une candidature de défiance. Voici les deux mots qui caractérisent la candidature de M. Ouattara. Pourquoi dans la honte? C'est ça. Mais dans la honte, parce que c'est un quatrième mandat honteux. C'est un quatrième mandat honteux, humiliant. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont mobilisé des gens. Ils n'ont pas mobilisé les gens pour concurrencer l'opposition à Yopougon par rapport à Yopougon. Non. Ils ont mobilisé les gens parce qu'il ne fallait pas que, de façon isolée, il aille déposer sa candidature en catimini. Parce qu'il veut toujours donner l'impression qu'il est soutenu par les siens. Et donc, il fallait qu'il vienne en fanfare pour que la honte soit tuée. Mais la honte est là. Parce que la communauté internationale rigole. Mais quel est ce monsieur qui vient du FMI, des États-Unis, d'Amérique, et qui avait dit qu'il voudrait candidater, ne serait-ce que pour un mandat au départ. Après, il en a fait 2. On peut le comprendre. Non, il en a fait 3. Parce qu'il y a eu mort d'homme. Maintenant, il veut en faire 4. Parce qu'il s'en fout de la communauté internationale. Il dit qu'il est souverain. Donc, il fait ce qu'il veut à l'intérieur du pays. C'est une honte.
Voici comment la communauté internationale lit cela. Et la défiance, parce que en descendant lui-même dans l'arène, c'est une façon de dire à M. Gbagbo et à M. Tidjane Thiam, je suis prêt à mourir au pouvoir, que vous le souhaitiez ou pas. Et je voudrais ajouter, dans la défiance, il est là lui-même, il est présent lui-même, il veut assumer lui-même cette turpitude. Sinon, une autre personnalité, vous avez vu que les autres ont envoyé des gens aller déposer les candidatures. M. Ouattara aurait pu le faire. Mais il veut toujours montrer qu'il est le chef et que c'est lui et qu'il est déterminé. Et d'ailleurs, cette attitude-là nous donne à voir ce qui pourrait advenir par la suite, que ce soit par le verdict du Conseil constitutionnel ou par la suite des événements. Et j'ai dit. Alors, et ces dépôts de candidature suffisent-ils à tourner donc la page donc, de la crise de confiance ou celle-ci demeure-t-elle, j'allais dire, sous-accent? En apparence, oui. C'est-à-dire que, regardez, quand vous avez vu vos confrères, au passage, il faut profiter pour saluer vos confrères journalistes, que ce soit, je peux me permettre de les citer, nos amis de l'AFTV, principalement, qui donnent à voir des débats assez ouverts avec des candidats. J'en ai vu certains là-bas et tout. C'est-à-dire que quand on regarde, on se dit, ah oui, mais l'élection présidentielle est en train de partir. Hein? Et du coup, ça donne un peu de force à ceux aux candidats qui se considéreraient comme des plans B. Vous voyez, quand vous voyez l'élection en train de partir, je vois au PDCI RDA certains militants qui en veulent davantage à M. Tidjane Thiam. Ils ne croient plus trop au combat. Ils se disent, ah, le combat est perdu. Je vois certains qui tournent autour de M. Awadon Melo. Donc, certains tournent autour de M. Jean-Louis Bion en se disant, à la lieu où vont les choses, le combat est en train d'être perdu. Et donc, nous en voulons à M. Tidjane. On n'est pas content de lui parce qu'il a mal. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. La crise ne peut pas être jugulée parce que une soixantaine d'Ivoiriens ont déposé leur candidature, y compris M. Gbagbo et M. Tidjane Thiam. Donc, le dépôt des candidatures donne une illusion de ce que le processus est en marche, donne l'illusion que M. Gbagbo est rentré dans le jeu, donne l'illusion que M. Tidjane Thiam est rentré dans le jeu et que le combat est perdu. C'est mal, c'est une mauvaise lecture. Ce n'est même pas comprendre ce qui se passe. Parce que ce qui se passe, il faut être dans le jeu pour combattre le système. Parce que si vous êtes hors jeu, vous êtes carrément mis KO. J'en ai vu qui disaient, oui, mais on ne comprend pas. Et le PDCI et le PPSCI, ils ont dit qu'ils sortent de la CEI et donc, ils vont déposer encore leur dossier. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. C'est-à-dire qu'ils mettent M. Ouattara face à ses responsabilités. Ils ne veulent pas être comptables du chaos qui adviendra. Si d'aventure il y avait du chaos. Donc, il faut que les gens fassent preuve un peu d'analyse, de hauteur d'esprit, quitter dans les bassesses. La crise, elle est là, sous nos yeux, elle est sous-jacente. Et moi-même, elle m'inquiète encore plus. Et j'ai dit. Alors, pensez-vous que les institutions ont la capacité aujourd'hui donc de regagner donc la confiance des citoyens au vu de ce que nous voyons? J'allais dire, peut-être qu'on pouvait espérer. Vous savez, je suis maintenant, au fur et à mesure que nous évoluons, vous allez voir dans la suite, sur les hypothèses que je vais analyser, il ne faut pas rêver avec M. Ouattara. Nous sommes nombreux en Côte d'Ivoire, même vous y compris, qui nous sommes dit, peut-être qu'il va se ressaisir. Ah, peut-être qu'il va se ressaisir. M. Ouattara ne se ressaisira jamais. Il est dans une logique. La logique, c'est moi ou c'est moi. C'est ce que la CPI avait cru reprocher à M. Gbagbo. On gagne ou on gagne. Ils sont dans leur logique de premier coup KO. Et ils se disent, on compte les jours. Vivement que le 25 octobre arrive et qu'on passe à autre chose. On ne passera pas à autre chose. Et c'est pour cela que, pour répondre précisément à la question, je ne peux plus croire aux institutions. Un président de la CEI qui assiste
à la déclaration d'un candidat. Alors que tous les autres candidats se sont exprimés, il n'y avait personne. Il n'y avait que leurs partisans autour d'eux. Mme Gbagbo était entourée de ses amis, de Cap Sud, comment dire, Cap-Si, comme mon frère et ami Sacha Blé-Goudé, etc. Mais les autres, voilà. Mais là, lorsque M. Ouattara a déposé sa candidature, ils étaient à côté. Ils étaient là. Ce qui est tout à fait ridicule. Ce qui montre clairement qu'ils ne peuvent pas se cacher désormais de leur appartenance, de leur soutien, de leur, j'allais dire, de leur confusion avec le régime au pouvoir. Ça, malheureusement. Et peut-être vous allez me dire, est-ce que le Conseil constitutionnel pourrait redresser la barre? Je rêve avec vous, mais je vais le faire par la suite à travers l'analyse des hypothèses. Alors, puisque vous parlez donc d'hypothèse, Dr Bogasako, quelle serait, selon vous, donc la première hypothèse de réponse du Conseil constitutionnel? La première hypothèse, de toute façon, il y en a deux, il n'y en a pas trois, il y en a deux. Deux grandes hypothèses. La première hypothèse, mais celle qui paraît la plus évidente, qui paraît la plus logique, même, non, pas oui, évidente et logique, au regard de la succession des événements, c'est que au plus tard, le 10 septembre, mais ça peut se faire avant, 1 ou 2 jours avant, peu importe, ça dépend du Conseil constitutionnel, s'il est prêt avant, le plus logiquement, le quatrième mandat, disons la quatrième candidature sera validée. Vous vous rappelez de la troisième candidature, non? Non, plutôt de la deuxième candidature. La deuxième candidature, le Conseil constitutionnel avait dit, c'est vrai que M. Ouattara, voilà, une candidature dérivée. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel dit, moi, je ne cherche pas par là. Je ne rentre pas dans le fond. Parce que dans le fond, c'est M. Gbagbo qui avait pris une ordonnance pour que le monsieur soit candidat à l'élection de 2010. Une seule candidature. Le monsieur dit, j'ai été élu, la Constitution prévoit 2, donc je vais faire deuxième. Et rappelez-vous, un grand homme de droit, j'allais dire le plus grand homme de droit dans notre pays, avait démissionné. Parce qu'il n'avait pas, il ne pouvait pas accepter qu'une candidature bloquée par la Constitution soit validée pour un deuxième mandat. Ce n'est pas possible. Surtout que les dossiers allaient être bloqués à l'analyse par le Conseil constitutionnel au deuxième mandat. Donc, quand on remplace le professeur, le grand maître Vaudier, par M. Kone Mamadou, l'ancien membre de la rébellion des forces nouvelles de l'époque, quand il arrive, lui dit, moi, je ne rentre pas dans le fond par dérivation. J'estime que la Constitution dit 2 mandats, le monsieur a fait 1, moi je ferme les yeux, je l'autorise à faire un deuxième. C'est exactement ce que va faire le Conseil constitutionnel aujourd'hui. Il va dire, ah non, 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 moi, on me dit, on est dans la 3e République. Dans une République, selon la Constitution, il y a 2 mandats pour chacun. Il en a fait 1, je l'autorise à faire un deuxième. Ça rentre même dans le fond. Et donc, on ne peut pas attendre de miracle du Conseil constitutionnel qui se permettrait, je tombe, mais vraiment, je rêve de bloquer la candidature de M. Ouattara. C'est impensable. Alors, il suffit de voir même le parcours. J'ai vu des images de Madame la Présidente. J'ai tellement de respect pour les dames et encore plus pour une haute magistrate. Mais le fait de voir avec Mme Kandia Camara dans certaines images et tout, les postures n'inspirent pas confiance, malheureusement. Donc, je ne suis pas surpris de ce qui adviendra, s'agissant de la candidature de M. Ouattara. Ensuite, dans la même logique, n'oubliez pas qu'elle est magistrate. Donc, je n'ai jamais vu, c'est très rare de voir qu'au sein de la magistrature, au sein d'une corporation, il y a des contradictions. Par corporation, on est toujours appelé à se solidariser, à se soutenir. C'est pour cela que j'estime qu'elle ne peut pas contredire les magistrats qui ont condamné M. Laurent Gbagbo à 20 ans. Donc, elle va certainement s'appuyer là-dessus et puis rejeter sa candidature. De même, dans le cas de Tidiane Thiam, elle va prendre l'argument, il n'est pas sur la liste électorale, il a été exclu de la liste électorale, donc moi, voilà, c'est une loi qu'il a exclue, il n'a pas respecté ce critère du code électoral, je m'appuie là-dessus pour rejeter. Donc, en fait, la première hypothèse, la plus plausible, la plus logique, si on s'en tient à l'évolution des choses, et selon la volonté de M. Ouattara, c'est ce qui va être fait.
On va rejeter M. Gbagbo, on va rejeter M. Tidiane, M. Ouattara sera confirmé. Mais ce sont les conséquences qui pourront être dramatiques pour notre pays. Justement, cela me permet de vous poser cette question. Cette hypothèse est-elle de nature donc, à apaiser donc, le climat politique ou au contraire à le tendre, j'allais dire, à le tendre, disons, davantage? Ah non, quand vous regardez la posture de M. Ouattara, qui se déplace pour aller à la CEI, c'est qu'il est prêt au combat. Quand il est prêt au combat, il compte sur quoi? Mais il compte sur le Conseil constitutionnel qui est dans sa poche, mais il compte sur l'armée, mais il compte sur la police, mais il compte sur la gendarmerie, où il a gardé M. Apollo à la gendarmerie, où il a gardé le général Youssouf, Youssouf Fofana, ou bien je ne sais plus quoi. Ouais, Kouyaté, tout ça, c'est bon, voilà. Il a gardé. Donc, il se dit, il a ses lieutenants, il est prêt au combat. Donc, pour lui, il n'y a pas un moyen de faire marche arrière. Donc, il a ses lieutenants. Et puis, ce qui est à noter, c'est que finalement, tous ces hauts cadres, ils nous ont donné à comprendre qu'ils jouent leur destin, ils jouent leur poste. Mon cher ami, est-ce que cette image ne vous a pas fait sourire et ne vous a pas désolé de voir des ministres de la République qui jubilent lorsque un président veut faire un quatrième mandat? C'est un peu comme au Cameroun. Lorsque M. Paul Biya dit qu'il va faire un énième mandat à 92 ans, il y en a qui jubilent, qui sabrent le champagne. On va encore rester au pouvoir. On va encore garder nos postes. Oh, Dieu merci. Dieu soit loué. Vous voyez, je trouve ça triste. Donc, permettez-moi d'adopter cette hypothèse qui paraît au regard des événements la plus logique. Mais je crois que vers la fin de notre entretien, je vous dirai ce que risque la Côte d'Ivoire avec cette première hypothèse. Justement, quelle autre hypothèse envisagez-vous hein, en dehors donc, de la première, docteur? La deuxième hypothèse, elle est finalement très probable. Parce que comme je vous le dis, jusqu'à ce que je revienne ici en exil, parfois on critique durement en espérant que M. Ouattara va entendre raison. Bon, si M. Ouattara n'entend pas raison, mais il faut au moins qu'il y ait des personnes capables pour entendre raison. Vous savez, dans l'un de mes tout derniers livres que j'ai écrit, qui s'intitule Afrique, liberté, conditions pour une Afrique libre et émergente. Ce livre est sorti aux éditions universitaires européennes à Berlin. Vous allez sur Amazon, vous pouvez retrouver ce livre-là, dans lequel j'estime que lorsqu'on dit que quelqu'un est dictateur, qu'il y a un dictateur, il n'est pas seul à être dictateur. Autour de lui, il y a des cadres, il y a des intellectuels. Donc, ils sont tous comptables de la posture du dirigeant. C'est pour cela que je suis triste d'annoncer cette deuxième hypothèse. Mais malheureusement, elle aurait été salvatrice pour la Côte d'Ivoire. Je suis triste parce qu'elle ne va pas être retenue. Pourquoi? D'abord, c'est la posture dans laquelle on aurait pu analyser, on aurait pu rejeter la candidature de M. Tidiane, de M. Ouattara. Est-ce qu'on peut trouver en Côte d'Ivoire un juge suffisamment courageux, une juge constitutionnelle suffisamment courageuse pour dire que M. Ouattara n'est pas éligible? Non, elle a signé son arrêt de mort. Parce que vous savez, il y a des régimes avec lesquels il ne faut pas jouer. Il y a des régimes dans lesquels il ne faut pas se montrer brave tchè. Il n'y a qu'un seul brave tchè. Il y a des régimes dans lesquels il n'y a qu'un seul brave tchè. Il n'y en a pas deux. Vous savez ce que celui que j'ai appelé tout à l'heure le grand maître Vaudier, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il savait qu'on allait le contraindre à valider un deuxième mandat, il a carrément démissionné. Et selon la Constitution, quand tu démissionnes, tu te tais. Selon un délai, il s'est tué. Oh, je ne crois pas, excusez-moi, mais avec tout le respect que je lui dois, je ne crois pas la présidente actuelle du Conseil constitutionnel capable de cela. Donc, ça, c'est hors d'état. Et pourtant, ça aurait pu rafraîchir le jeu. Pourquoi je dis cela? Parce qu'au Sénégal, ça a été possible. Au Sénégal, ça a été possible. Ce sont les hauts magistrats sénégalais qui ont sauvé la démocratie sénégalaise.
Pourquoi des Africains ont pu le faire au Sénégal et des Ivoiriens ne peuvent pas le faire aussi? Est-ce que l'argent nous a endoctrinés? Est-ce que l'argent peut aussi nous amener au cimetière? Est-ce que l'argent peut accepter qu'on envoie notre peuple à l'abattoir quand on peut le sauver avec une simple décision? Je rêve, je rêve qu'il y ait des hauts magistrats en Côte d'Ivoire qui fassent comme les hauts magistrats sénégalais. Malheureusement, ce n'est pas possible. Mais j'ajoute, dans la deuxième hypothèse, toujours dans cette hypothèse-là, parce que je fonde mon espoir là-dessus, mais c'est un espoir perdu d'avance. C'est que M. Gbagbo et M. Tidiane Thiam peuvent être remis dans le jeu. Et ça, le ciel ne tomberait pas sur les magistrats. Parce qu'ils peuvent s'appuyer sur la réponse du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, qui a répondu à M. Gbagbo et qui a répondu à Tidiane Thiam pour simplement valider les deux candidatures. Pourquoi? Parce que le Comité des droits de l'homme s'est appuyé sur l'article 25 de la charte de l'article 21 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, lequel pacte demande à l'État de Côte d'Ivoire, qu'il a ratifié depuis 1992, de donner à tous les citoyens leur droit de jouir de leurs droits civils et politiques. Le Conseil constitutionnel peut s'appuyer là-dessus tranquillement et puis dire que sur cette base-là, je valide la candidature de M. Gbagbo et de M. Tidiane Thiam en m'appuyant sur l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. C'est très faisable. Mais j'estime qu'ils ne sont pas assez grands pour aller jusque-là. Et même, si vous voulez encore, je peux ajouter, parce que je veux être objectif dans mon analyse. En analysant les deux cas, le Conseil constitutionnel peut même aisément dire celui de M. Tidiane Thiam me paraît plus facile à valider. Pourquoi? Parce que à l'état actuel des choses, M. Tidiane Thiam, c'est-à-dire qu'il suffit d'une révision de la liste électorale qui est un droit absolu pour qu'il soit sur la liste électorale. Si tant est que c'est la condition de la liste électorale qui peut déranger le Conseil constitutionnel. Donc, le fait de ne pas faire la révision de la liste électorale est une violation des droits de tous les Ivoiriens, est une frustration pour le candidat Tidiane Thiam. Surtout que le peuple ivoirien a donné de l'argent à la commission pour faire cette révision de la liste électorale. Donc, le Conseil constitutionnel a là l'occasion plus facile de prendre M. Tidiane Thiam. Dans le cas du président Gbagbo, comme j'ai parlé de solidarité judiciaire, ils peuvent dire, bon, il a été condamné à 20 ans, moi, je ne vais pas refaire le procès, je ne peux que m'en tenir à cela, et puis, etc., etc. Mais en tout état de cause, qu'on rejette l'un, qu'on accepte l'autre, ou on accepte tous les deux, je pense que dans la deuxième hypothèse, il faut un sursaut. Il faut un sursaut j'allais dire, de compétence, de courage, d'audace pour le faire. Il n'y a eu que les Sénégalais pour le faire à ce jour dans notre sous-région et même sur notre continent, pour l'instant, à ma connaissance. Voilà un peu la deuxième hypothèse qui, malheureusement, ne va pas être retenue. Et pourtant, c'est celle-là qui est plutôt salvatrice pour la Côte d'Ivoire. Mais j'estime que nos magistrats ne sont pas encore séparés. Chacun lutte encore pour sa propre survie, pour son propre bien-être. Ils ne sont pas suffisamment courageux pour aller jusque-là. Hélas. Et j'ai dit. Alors, docteur, puisque vous n'êtes pas à Abidjan, je vais me permettre de vous poser cette question qui m'est taraude l'esprit depuis pratiquement un bon moment. On parle de l'article 48 du Code des nationalités pour exclure M. Thiam. Est-ce que là, il n'y a pas du deux poids, deux mesures, tout en sachant que M. Ouattara lui-même a dit publiquement qu'il a utilisé la nationalité voltaïque, puis burkinabé. Et ensuite, où il a travaillé au Fonds monétaire international, c'est clair, documenté, qu'il a été donc burkinabé. Est-ce que l'article 48 aussi ne frappe pas M. Ouattara? Et si ça frappe M. Ouattara, est-ce qu'on peut dire, bon, par dérivation, comme il a déjà été président, on ne peut plus revenir en arrière? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors vous savez, mon cher ami Jacques Roger, c'est ce qui est déplorable dans notre République actuelle. Et quand nous disons que la Côte d'Ivoire n'est pas un État de droit,
c'est que le droit n'est pas dit de façon équitable pour tout le monde. Le droit est analysé à géométrie variable. C'est malheureux. Et c'est ce qui fait qu'on a cette crise-là, en fait. Sinon, si le droit était pratiqué de façon impersonnelle, de façon équitable, on n'aurait pas eu de problème. Avec la même disposition, il y en a qu'on poursuit et il y en a qu'on épargne. On ne peut pas être dans un état de droit. L'état de droit, il est républicain, il est équitable pour tout le monde. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Sinon, si on prend le cas de M. Tidiane Thiam, frappé par l'article 48 du Code de la nationalité, je précise que c'est l'article 48 du Code de la nationalité, à ne pas confondre avec l'article 48 de l'ancienne Constitution qui avait aussi fait débat, que M. Gbagbo a d'ailleurs utilisé pour que M. Ouattara soit candidat. C'est le fameux article 48 de la Constitution de 2000. Mais ici, nous parlons de l'article 48. D'ailleurs, M. Tidiane Thiam est doublement victime de cet article. Parce que M. Tidiane Thiam, quand j'ai parcouru le dossier, j'ai regardé, au fond, il a deux nationalités. Il est à la fois français et il est à la fois ivoirien. Donc, on ne pouvait pas dire même qu'il a fait, comment dire, il s'est prévalu d'une autre nationalité. Et dès l'instant où il a renoncé à la nationalité française, il était tout à fait libre. Mais à côté de lui, le cas que vous soulevez, le cas de M. Ouattara, on n'a jamais vu une seule déclaration judiciaire dans laquelle il a renoncé aux autres nationalités. Parce qu'il a vécu aux États-Unis. Qui nous dit qu'il n'a pas pris la nationalité américaine? Il a vécu, il a flirté avec le Burkina Faso. S'il ne veut pas reconnaître ses origines burkinabées, qui nous dit? Et puis, il y a des actes d'achat en tant que burkinabé. Donc, vous voyez, tout ça, ça prête la confusion. C'est pour cela que les questions de nationalité, on aurait pu les éviter cette fois-ci en laissant les Ivoiriens choisir entre M. Tidiane Thiam et les autres. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous sommes dans une république à géométrie variable où le droit est appliqué à la tête du client. Hélas. Et j'ai dit. Merci beaucoup. Le docteur Bogassako, concrètement, que pourrait-il se passer en Côte d'Ivoire, disons, dans les prochains jours et semaines à la suite, donc, si vous voulez, donc, de ces décisions attendues, selon vous? Oui, et je pense que ça va être ma dernière parole, parce que je voudrais dire ceci. Malheureusement, alors souvent les gens nous traitent d'oiseaux de mauvais augure, de rabat-joie ou de prédicteurs du chaos. Non, moi j'ai fait une analyse, mais une analyse réaliste. Et comme ça se fait en France, comme ça se fait en France, chez Macron, le gouvernement va tomber d'ici une semaine. Vous voyez, le gouvernement Bayrou. Pour dire quoi, un analyste, il se fie aux faits et il fait une analyse plate. Cher ami, on a 4 étapes où le danger guette la Côte d'Ivoire. Il y a 4 temps forts où le danger guette la Côte d'Ivoire. Et je voudrais vraiment le dire, et ça, c'est un message que j'envoie au gouvernement. Première étape, le jour de la proclamation de la liste définitive des candidatures. C'est un moment très fort, un moment extrêmement fort au regard de l'analyse que je viens de produire. Et selon cette analyse, tout donne à croire que le Conseil constitutionnel va valider la candidature de M. Ouattara, va rejeter celle de M. Gbagbo et de Tidiane Thiam. Ce qui est extrêmement dangereux parce que l'opposition nous a dit pas de 4e mandat. Donc, si vous validez la candidature pour un 4e mandat, imaginez ce que cela peut créer dans le pays. Deuxièmement, l'opposition voudrait une élection inclusive. Si vous ne retenez pas la candidature ni de Gbagbo, ni de Tidiane Thiam, qu'est-ce qui peut arriver? Donc, premier moment fort, ça va être probablement au plus tard le 10 septembre, lors de l'annonce de la liste définitive des candidatures. Premièrement. Deuxième moment, qui sera difficile aussi à gérer en fonction de la liste proclamée, que va-t-il se passer pendant la période de campagne? Parce que pendant la campagne, il faut sillonner toute la Côte d'Ivoire. Or, il y a des bastions qui sont réservés à ces candidatures que vous allez rejeter. Est-ce que vous pourrez assurer la sécurité de tous les citoyens sur toutes les l'étendue du territoire national? J'ai peur pour la période de campagne électorale si on n'a pas pu obtenir un minimum de consensus. Troisième moment fort, ça va être le jour de l'élection. Si l'élection est maintenue au 25 octobre, dans le climat actuel, dans le contexte actuel,
il y a des raisons d'avoir peur. Et en tant qu'Ivoirien qui aime son pays, j'ai des raisons d'avoir peur. Et le quatrième et dernier moment qui va peut-être s'étendre, c'est lors de la proclamation des candidatures. Parce que M. Ouattara nous a habitués à des passages en force. Une fois que l'élection est terminée, il peut se proclamer vainqueur. Dans un tel contexte, dans la Côte d'Ivoire que je vois là, avec des millions de personnes qui sont rassemblées à Yopougon, venir dire que Ouattara a gagné pour un quatrième mandat, j'ai bien peur. En tant qu'Ivoirien, mais en tant que citoyen, mais en tant qu'humain, j'ai le droit aussi de réfléchir et je te donner mon point de vue. On ne veut pas l'entendre. On m'a contraint à l'exil. Mais d'ici, par la magie des ordres et par la grâce du divin, j'ai pu donner mon point de vue. Et c'est parce que j'aime mon pays, je dois interpeller les autorités, je dois interpeller tous mes compatriotes. Les jours qui arrivent ne seront pas de tout repos, ne seront pas aussi joyeux pour mon pays, malheureusement. Et j'ai dit. Malheureusement. Merci beaucoup, docteur Bogassako, et surtout, portez-vous bien. Hein. Alors, Merci beaucoup. voilà, merci donc à notre invité, docteur Bogassako, pour ces éclairages, j'allais dire, précieux sur donc, ce moment crucial de la vie politique ivoirienne. Et une chose est claire, l'avenir donc du processus électoral dépendra donc de la capacité du Conseil constitutionnel à se montrer donc impartial et donc à placer donc les institutions au-dessus donc des calculs partisans. Les décisions qui seront donc rendues dans les jours à venir auront donc un impact direct, non seulement sur les candidats, mais sur, disons, la paix sociale, la stabilité institutionnelle et donc la confiance du peuple. Chers auditeurs, restons donc vigilants, car la démocratie n'existe que si donc les institutions appartiennent véritablement donc au peuple et non à un camp politique. J'allais dire le RDR devenu donc RHTP. La question que j'avais oublié de poser au docteur Bogassako, mais le RHTP a peur de quoi? Il contrôle tout, tous les pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, la communication, les finances donc de l'État, la CEI, le Conseil constitutionnel. Ils ont peur de quoi? Alors ils disent qu'ils ont un bilan inattaquable. Ils ont peur de quoi? Mais malheureusement, ça sera certainement pour une autre fois. Merci beaucoup les gars et surtout donc rendez-vous hein, pour une autre émission, disons la semaine prochaine avec le docteur Bogassako. Et à partir donc de lundi, nous aurons donc des invités. Merci beaucoup.